si les poètes se mettaient au mode polar? Ils écriraient à même leur plaie vive, et le sang serait leur encre. Mais en retournant la question, ne pourrait-on pas penser que les auteurs de romans policiers sont déjà des poètes des temps modernes, les mots tendres se faisant criminels à souhait? À travers quelques extraits d'auteurs lyonnais choisis, on pourrait certainement écrire un nouveau roman et l'intituler « Le sang des poètes ». Alors tout pourrait commencer ainsi dans un rapport de police, oui. Du lettré commissaire Bonnier, créé par mon comparse de ce soir. Là-haut à la montagne n'était pas de chalet, mais un cuchon de phonote qu'un prédateur, mari violent, sarcastique et fort en gueule, avait mis sous sa coupe et disposait au gré de ses humeurs de chasseur et de ses instincts primaires, et en entretenant le silence des autres mâles, mari, père, frère, à grande lapée d'alcool d'hiver. Il régnait en seigneur antique en un monde peu contemporain. Alors, le rapport continue. Point d'alternative autre que celle de son bon vouloir pour son épouse, faussement résignée, et ses admiratrices vraiment résignantes. Le village était sévère et vivait sur son passé d'ancêtre, tailleur de pierre, et son présent de tailleur de costard. Pour ceux qui n'étaient pas d'ici ou qui pensaient autrement que la doxa commune ou communale. On taillait d'ailleurs tout en ce bourg. La bavette des médisances, les pipeaux de la calomnie et autres plaisirs secrets, intimes ou interdits. Et c'est dans ce climat bien séant et conventionnel, à souhait, qu'aurait pu se dérouler notre affaire, un fait divers au printemps, des lettres ou un crime d'été au sommaire de nos insomnies. Oui, pas mal ce rapport de police en ouverture de ce nouveau roman. Donc, le sang des poètes, et je propose comme sous-titre « Quand les auteurs lyonnais se la jouent polar ». Le polar, c'est justement l'épopée du fait divers, la saga du sordide quotidien, des petites frappes et des truands à la petite semaine, des caïds du bitume, des filles aux illusions perdues, des couples à la dérive et des échappées assassines, bref, du sang, du sperme, de la sueur et de l'encre. Pierre-Marc Orland est le premier poète à s'être plongé dans ce marécage des eaux troubles et des eaux égarées. Mais chez nous, entre Rhône et Saône, qui fut le premier à s'attarder sur les ombres éthérées des homicidés de tout genre? La mort, bien sûr, obsédante, omniprésente, de polar en polar, et pourtant toujours conseillère de l'auteur quand il s'agit de trouver une sortie de secours, comme pour René Belletto dans L'Enfer, encore que la mort, ça ne me semble pas être l'option retenue par l'auteur. Je ne mourrai pas. Je l'avais su la fameuse nuit de ma mort. Mais le 31 août au soir, le livre achevé, rangé dans le tiroir du bas de la commode, noirci au brou de noix par la personne qui avait été ma compagne, ne l'était plus,
et ne le serai jamais plus. Le 31 août au soir, debout et suant sur mon semblant de balcon, l'index gauche encore douloureux, et loin d'être guéri, je me trouvais seul, dans Lyon, désert. Et puis il y a les décors, et en premier lieu, effectivement, la ville, cette ville, Lyon. Étouffante pieuvre urbaine, resserrant ses tentacules l'écrivain oppressé, saisi au vif, comme quelques tanches de la Saône dolente, inquiétante, sournoise dans son immobilisme. Et cela donne l'occasion à l'auteur de vous aspirer dans ses obsessions suicidaires et de vous mettre en condition, comme le fait Bernard Frangin dans Une fin de loup. La Saône. La Saône, ça vous semble un long crachat qui ne cesse de dégouliner du plateau de Langres et qui, comme quelques râles de vieillards asthmatiques, dégurgite des relents de bave sur les bas-ports de Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. C'est en ces eaux, couleur d'absinthe terne, que les noyés forcés se complaisent à réapparaître, le ventre enflé et les yeux éteints, comme des perches échouées. Les trucidés des soirs de pleine lune, ou pas, finissent ainsi, comme des ballots de linge oubliés des lavandières, des plates d'antan, ou des ménagères étourdies des lavoirs bains-douches de notre prime enfance. Pas facile alors, pour le légiste, d'identifier un mort, l'heure de son abandon de souffle, et les raisons de son passage de vie à trépas, hormis la noyade finale. Tout est glauque, comme la Saône. Les personnages entrent en jeu, et les poètes, égarés dans les tréfonds du sordide, du crapuleux, du crapeteux, du criminel, ont bien du mal à installer en leur décor naturel des physionomies, des silhouettes, des portraits, des identités précises. Et pourtant, il ne faut pas s'y tromper. Les assassinés, comme les assassins, ont corps, âme et cœur. Et le héros policier, lui, doit savoir garder ses nerfs, comme le principal Pudu dans l'édifiant roman Pas de bégonia pour Madame Dugommier de Marcel-Étienne Ranchet. En attendant la rencontre du parc prévue pour le lundi, et dont il espérait beaucoup, l'inspecteur principal, Jules Pudu, n'avait pas pour autant abandonné son enquête. C'est vrai qu'il en avait sacrément gros sur la patate. Ces gangsters qui se permettent de tenir en échec toute la police lyonnaise et qui, de surcroît, venaient de mettre en l'air 2 de ses meilleurs limiers. Eh bien, ça commençait à lui courir tout de bon sur le haricot. Il en était parvenu à un tel stade d'énervement que, négligeant toute prudence, il avait passé la journée, généralement morne du samedi, à visiter seul les pires bouges, bousculant intentionnellement tous les durs qu'il y rencontrait, dans l'espoir d'une bagarre qui lui détendrait un peu les zygomatiques, et à la faveur de laquelle, on ne savait jamais, police secours parviendrait peut-être à piquer un suspect intéressant. Partout, à
à la Moluche, rue de l'Épée, rue de Sévigné, rue Mercière, rue Bellecordière, place de l'Hôpital. Il était entré, le chapeau en arrière, l'œil insolent, la salutation provocante. Salut les hommes. Tant pis si on se trompe, hein. Mais les durs se tenaient à carreau. Ils savaient la ville bondée de bourriques, et ce n'était pas le moment de faire le malin. Parce qu'il se disait, celui-là, on l'aura, une nuit ou l'autre. Pour le moment, on moule. Ce qui n'empêchait pas de lui filer à l'oreille quelques bonnes vacheries. Allure, principal. Alors, on l'a pas encore trouvé, le Frédéric? Vous devriez mettre une annonce dans les baveux. Puis Dieu affecte de sourire. Il pensait à une autre annonce qui paraîtrait dans le Progrès du dimanche et ne manquerait pas de bouleverser un peu la situation. Puis, il accepte de faire un 421, que les harengs gagnaient haut le pif régulièrement. Faible revanche. En attendant la suite. Les mots, c'est comme des notes de musique qui se bousculent sur une gamme et ne semblent jamais d'accord pour rester à leur place et se maintenir à l'union première à laquelle on les avait pourtant destinés. Il y a comme une montée chromatique dans la construction d'un polar, et la petite symphonie nocturne se rapproche plus ou moins du requiem que de la sonate champêtre. Ainsi, écoutons le fracas sonore qui se fait dans la tête d'un homme blessé, à qui le médecin veut annoncer la fin irrémédiable. Ces mots sont extraits de Lazare de Henri Béraud. Il demeura sans geste, absolument immobile, les yeux perdus. Mais il lui semblait que dans sa poitrine, son cœur allait éclater. Il comprit. Au médecin qui s'avançait, il demanda d'un geste le silence. À quoi bon expliquer le mystère si ce n'est pour le rendre plus redoutable? Jean Mourin repoussait l'étalage pathologique de son cas. Il connaissait ces mots que les médecins lancent comme des tristes fusées dans les ténèbres de l'ignorance humaine. À quoi bon, hélas? À quoi bon, puisque rien ne viendra jamais le consoler d'un deuil sans larmes et d'une vie perdue? Et puis, il craignait d'en trop apprendre. Son mal fût-il funeste? Peut-être l'oublierait-il si, au lieu de le définir en termes décevants, on lui laissait la suprême ressource de l'incertitude. Dans l'avenir, aussi bref et imprécis soit-il, il pouvait encore trouver cet apaisement de l'homme qui fit un mauvais rêve et qui, sans se rappeler l'instant de son retour au réel, sait que son angoisse s'est dissipée avec les ombres de la nuit.
Sur les traces de Maigret, de Castillon, Montalbano, Bonnier, dans les quartiers chauds où sévit la tentaculaire mafia Shaw, Pipe, Pop-Porn ou SPP, voici que les femmes se font aussi cruelles que les piranhas du fleuve amazonien et enterrent en leurs mâchoires d'acier les plus aguerris seconds couteaux du milieu. Alors on peut lire ainsi comment quelques pages d'une nouvelle de Charles Juliet, et oui, le poète éthéré Charles Juliet, cette plongée en apnée du milieu lyonnais. J'aime assez brouiller les cartes, me jouer des normes, franchir certaines limites. Et c'est ainsi que l'autre soir, un peu avant minuit, je me suis rendu au Tropica, le bar où il a ses habitudes et aussi des intérêts. Il, c'est Mario. Ou plutôt le beau Mario. Ce briquet qui lui a été attribué par les femmes qu'il fait travailler. 3 ans plus tôt, je l'avais tenu 5 heures dans mon bureau. Une histoire d'extorsion de fonds sous la menace, je l'avais quelque peu rudoyé et je savais qu'il me détestait. Et quant à moi, n'ayant pu lui faire cracher le morceau, je lui vouais une solide rancune. Alors, lorsque j'ai poussé la porte, les regards se sont braqués sur moi. Et en quelques secondes, un lourd silence a succédé au murmure des conversations. D'un rapide coup d'œil, j'ai remarqué que